Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 64 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Enki Baptiste. Bonjour Enki. Bonjour. Alors, vous êtes doctorant en histoire médiévale à l'université de Lumière de Lyon 2, donc au laboratoire Chiam UMR 5648. Vous êtes associé au CEFAS USR 3141, ça c'est pour toutes les laboratoires de recherche. Donc celui-là se situe à Kuwait City. Vous avez travaillé sur l'histoire politique, religieuse et sociale de la péninsule arabique entre le 7e et le 11e siècle. Et votre sujet de thèse porte sur la pensée et les pratiques politiques des communautés ibadites médiévales dans la région de l'actuel sultanat d'Oman et du Yémen. Donc, en parallèle de vos recherches de thèse, vous vous intéressez également au médiévalisme islamique en particulier et aux usages de l'histoire médiévale dans les discours et les imaginaires contemporains de l'histoire. Et j'allais dire, vous êtes tout à fait un intervenant approprié pour notre podcast Histoire en série, puisque vous allez nous parler aujourd'hui d'une série qui parle des premiers temps de l'islam. Quelle est cette série, Enki ? Il s'agit de la série qui s'intitule Omar El Farouk, qui est une série donc produite par à la fois l'Arabie Saoudite et le Qatar, diffusée en 2012 sur la chaîne NBC, Middle East Broadcasting, et qui est donc une série qu'on pourrait qualifier effectivement de médiévaliste, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse au premier temps de l'islam, ce qu'on considère comme le Moyen-Âge musulman, à savoir la prédication du prophète de l'islam et les débuts des grandes conquêtes islamiques après la mort du prophète en 632. Cette série donc a été, comme je le disais, coproduite par les Qataris et les Saoudiens, et elle a été diffusée pendant le mois de Ramadan. C'est une habitude dans les pays du Golfe en particulier, mais en fait au Moyen-Orient de manière assez générale. On a pendant les 31 soirs du mois de Ramadan des séries à succès qui passent sur les grandes chaînes satellitaires du Moyen-Orient et du Golfe. Et cette série donc fait partie de cet ensemble de TV shows donc dans lesquels c'est souvent des séries qui s'intéressent à l'histoire du monde arabe, et celle-ci en particulier s'intéresse donc à l'histoire médiévale, ce qui en fait une série tout à fait intéressante pour nous, pour des historiens qui travaillons sur les débuts de l'islam, très intéressante donc effectivement pour comprendre comment est-ce que ces réalisateurs du Golfe se représentent cette période de la prédication du prophète, de l'apparition de l'islam et du début des grandes conquêtes de l'islam au Moyen-Orient. Alors, Enki, c'est une série qui est véritablement sur ce qu'on peut parler être l'âge d'or de l'islam. Mais justement, des séries, vous l'avez dit, sur cette période-là, elles sont assez rares, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Il y a une faible production télévisuelle arabe sur ces premiers siècles de l'islam. Alors, on pourrait par exemple, malgré tout, citer la série sur un personnage bien connu de l'histoire médiévale des mondes musulmans, qui est Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui était un gouverneur de l'Irak sous le calife omeyyade Abd el-Malik ibn Marwan à la toute fin du 7e siècle et au début du 8e siècle, qui est un gouverneur très connu pour sa prétendue cruauté. Il est coupable de il s'est rendu coupable, selon un certain nombre d'historiens musulmans, de massacres. Il y a une série qui lui a été consacrée, à cette dynastie omeyyade qui règne entre 661 et 750 à Damas, et puis qui règne sur l'ensemble du Moyen-Orient et sur une partie dont l'empire va jusqu'au Maghreb. Et on pourrait également citer, ce n'est pas vraiment une série, c'est un film, et c'est un film très connu néanmoins, c'est le film Le Messager de Mustapha Akkad, qui est un réalisateur jordanien. Ce film a été réalisé en 1977. Et il parle justement
de cette période de la prédication, et notamment de l'expansion de l'islam, de la construction du proto-État islamique sous le prophète de l'islam, Mohammed, et donc met en scène, effectivement, comme cette série Omar el-Farouk, un certain nombre de personnages majeurs, ceux qu'on appelle les compagnons du prophète, c'est-à-dire les grands, les principaux soutiens du prophète au moment de la prédication. Il met donc en scène ses compagnons à l'époque de la prédication. Alors le film avait fait scandale à l'époque parce que malgré le fait que le Mustapha Akkad avait pris soin d'avoir l'autorisation de la grande université d'Al-Azhar, malgré tout le film avait causé quelques débats, avait généré quelques débats dans le monde musulman, du fait justement de la question de la représentation du prophète. Et donc, effectivement, c'est aussi cela qui justifie, qui explique en partie cette faible production télévisuelle sur cette période des premiers siècles, enfin moins des premiers siècles que des premières années en réalité, c'est-à-dire la période qui va entre 622, l'hégire du prophète, et la mort du quatrième calife de l'islam, Ali ibn Abi Talib, et la fondation de la dynastie omeyyade qui a lieu en 661. En fait, on a à peu près une quarantaine d'années durant lesquelles l'islam se construit comme un proto-État, un califat, et donc une période particulièrement sacrée, une période particulièrement difficile pour les réalisateurs. Il est très difficile pour les réalisateurs de traiter de cette période en faisant jouer des acteurs, en représentant les principaux protagonistes de cette période, justement du fait de la dimension sacrée de cette période, qui est considérée comme un âge d'or de l'islam. Et donc, c'est ce qui explique, je le disais, cette faible production télévisuelle sur ces premiers siècles et sur ces premiers califes en particulier. Alors, j'aimerais maintenant, Enki, qu'on revienne sur justement cette problématique de l'âge d'or de l'islam, de ces premiers temps de l'islam. C'est une construction a posteriori, cette idée d'âge d'or, comme toutes les constructions idéologiques qui imaginent ces périodes passées et plus ou moins mythifiées. Alors, c'est pas compliqué de représenter cela à l'écran ? Effectivement, c'est une période, c'est un construit, cet âge d'or. C'est comme souvent dans les religions, les âges d'or sont des construits postérieurs. Ce sont des construits. Là, il s'agit d'un construit discursif du fait de l'écriture de l'histoire qui a lieu à peu près 2 siècles après cette période. L'écriture de l'histoire a lieu principalement dans le cadre du califat abbasside de Bagdad, le califat abbasside donc qui succède au califat omeyyade en 750 et qui déplace la capitale donc impériale de Damas à Bagdad. Et c'est dans cette ambiance donc de construction d'un empire musulman par la dynastie abbasside que l'histoire de cette période des origines est mise par écrit, donc par un certain nombre d'historiens. Parmi les plus célèbres, on pourrait citer At-Tabari, qui est un historien qui meurt au Xe siècle, mais qui est un des principaux. En fait, il est l'auteur d'une grande chronique qui nous est parvenue dans son intégralité et qui en fait effectivement l'une des sources majeures pour cette histoire des premiers siècles et pour l'histoire donc du califat omeyyade et abbasside. Et donc effectivement, ici il est très difficile de représenter ces premiers protagonistes, en particulier le prophète. On connaît bien l'interdiction dans la religion musulmane de représenter le prophète de l'islam. C'est un débat que l'on retrouve aujourd'hui, et c'est un débat qui s'est posé évidemment dès lors que l'on souhaite faire un film, comme par exemple Le Messager, dès lors que l'on souhaite faire une série comme celle par exemple de Omar el-Farouk. Comment peut-on représenter un âge d'or, une période sans commune mesure dans l'esprit des musulmans, avec effectivement des protagonistes qui incarnent, le prophète évidemment c'est le prophète, donc c'est l'envoyé de Dieu, mais les 2 premiers califes qui sont les principaux protagonistes de cette série, qui s'arrêtent au moment de la mort de Omar, c'est important de le préciser, mais elle s'arrête au moment de la mort de Omar, qui est assassiné en 644. Les 2 principaux protagonistes de cette série, donc Abou Bakr, le premier calife, qui règne entre 632 et 634, puis Omar, qui règne entre 634 et 644, ce sont 2 incarnations, ce sont les califes par excellence dans l'islam médiéval. Ils sont considérés comme les archétypes même du bon gouvernant, du calife par excellence. Et donc, dans l'esprit d'un certain nombre de musulmans,
Donc, jusqu'à aujourd'hui, il est quasiment impossible de les représenter sans effectivement porter atteinte à cette exemplarité qui les caractérise dans les sources médiévales et dans ces sources de la tradition sunnite, parce qu'on est effectivement là dans le cadre de production à la fois de la série et des sources médiévales dont je parle. Il s'agit de production sunnite, c'est-à-dire qui appartiennent au courant donc majoritaire de l'islam, à la différence du chiisme, qui ne reconnaît d'ailleurs pas ces deux premiers califes. Le sunnisme les considère comme des califes quasiment infaillibles. La notion d'infaillibilité pourrait être discutée, mais enfin, en tout cas, ils sont tellement parfaits qu'ils sont très difficiles à représenter et que des acteurs ne pourraient pas, pour certains musulmans, évidemment, les incarner et, disons, rendre tangible, disons, rendre à l'écran ce qu'étaient réellement ces premiers califes donc dans cette période de l'âge d'or de l'islam. Donc on a en fait un processus de sacralisation qui explique, donc comme je le disais précédemment, la faible production télévisuelle arabe sur cette période et la grande difficulté donc les défis qui se posent aux réalisateurs. Alors ils se sont posés aux réalisateurs de cette série, mais ils se sont posés aux réalisateurs du film Le Messager, Mustapha Akkad, dès lors que ces gens-là souhaitent réaliser une production visuelle sur cette période des premières années de l'islam médiéval. Oui, effectivement, si on vous suit, Enki, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est là sur une série qui est très singulière, hein, puisqu'elle a fait le choix de respecter, j'allais dire presque à la lettre, le rapport qu'ont les musulmans à cette tradition-là. On va y revenir. Et en même temps, on est sur une idée de modernité aussi, avec une série qui va être diffusée dans une large diffusion dans le monde arabe et musulman de façon générale, par le biais des très grandes chaînes que l'on retrouve sur le satellite. On est un petit peu sur vraiment une série très très singulière là. Effectivement, on est sur un objet d'étude assez singulier, un alliage assez original entre la tradition dans sa forme la plus pure, disons, dans sa forme la plus épurée aussi, mais aussi dans un rapport à l'image et à l'écran qui est le fruit de la modernisation, enfin de l'arrivée de la télévision en fait dans le Golfe, dans la péninsule arabique de manière plus générale. Donc évidemment il y a une tension dans cette série entre la tradition quasiment infaillible de la sunna, on dirait, c'est-à-dire le modèle de ces deux premiers califes, et le fait de les représenter à l'écran. Alors, bon, pour se couvrir, en fait, comme Mustapha Akkad, les réalisateurs de cette série, Omar El Farouk, ont pris de grandes précautions et ont en particulier reçu l'aval de la grande université islamique du monde musulman, l'université d'Al-Azhar, qui est située au Caire aujourd'hui, et qui est une instance majeure dans le monde musulman pour tout ce qui est l'autorisation ou l'interdiction de tout ce qui touche au culte et aux pratiques sociales, puisque Al-Azhar délivre des fatwas, hein, donc des autorisations juridiques, enfin des documents juridiques qui valident ou invalident un certain nombre de choses. Et donc ici, effectivement, les réalisateurs de cette série ont pris soin d'avoir l'aval d'Al-Azhar. Il y a eu une fatwa qui a autorisé donc la diffusion de cette série, enfin sa réalisation dans un premier temps, puis ensuite sa diffusion. Mais ils ont également pris soin d'être supervisés, enfin, ils se sont assurés que la réalisation de cette série serait supervisée par un personnage bien connu des politistes et des sociologues du monde de la péninsule arabique aujourd'hui, le Cheikh Qaradawi, qui est un théologien d'origine qatari et qui est assez proche de la mouvance des frères musulmans et qui, ici, en fait, a donné son accord et a même, en fait, travaillé au projet avec les réalisateurs pour justement superviser la réalisation de cette série et en particulier pour s'assurer que les grands axes de la série respectent le plus fidèlement possible les sources médiévales en réalité, puisque ces oulémas qui ont été mobilisés sur la série, on a un groupe d'oulémas qui a été mobilisé sur la série, donc
sont des connaisseurs de ces sources comme At-Tabari, etc. Tous ces historiographes qui ont rédigé l'histoire de ces premiers siècles. Et donc, ils se sont assurés que les dialogues, que la trame historique soit conforme et suive le plus précisément possible ce que l'on trouve dans ces sources historiques. Donc, c'est là aussi l'intérêt de cette série, c'est qu'elle s'appuie très largement sur ces sources médiévales et en même temps, elle est évidemment dans un rapport très conflictuel avec la dimension visuelle, la représentation de ces premiers protagonistes, et elle s'inscrit dans ce renouveau des pratiques sociales donc dans la péninsule arabique, avec donc qui accompagne, qui est le fruit plutôt de la naissance de ces grandes chaînes satellitaires. Alors on a évidemment Al Jazeera en premier lieu, qui est bien connu, y compris dans le monde, dans le monde occidental, puisque Al Jazeera émet aussi en anglais, mais aussi NBC, comme j'en parlais au début, qui est cette chaîne sur laquelle a été diffusée la série Omar Al-Farouk. On a donc un nouveau rapport à l'image, un nouveau rapport à la représentation de l'histoire. Et dans ce contexte, donc, dans lequel ces chaînes satellitaires ont pris une importance, donc ont pris beaucoup d'importance dans le monde musulman, on a effectivement une plus grande diffusion de ces séries à des moments de grande affluence. J'en parlais tout à l'heure, le Ramadan est un moment où, après la rupture du jeûne, les familles se retrouvent autour du repas, donc elles brisent le jeûne, et ensuite, après le repas, on a l'habitude de se retrouver en famille devant la télévision et devant effectivement ces séries de Ramadan qui tiennent en haleine des audiences très importantes pendant le mois de Ramadan. Et donc effectivement le choix d'avoir diffusé, le choix d'avoir diffusé cette série au moment du Ramadan n'est effectivement pas anodin. C'est l'objectif sous-jacent, c'est effectivement de diffuser un maximum l'histoire de ces premiers siècles, l'histoire de ces deux premiers califes, de cet âge d'or de l'islam, et de montrer qu'il est maintenant possible de les représenter avec des normes extrêmement strictes, en se fiant aux sources, en respectant les canons de la tradition sunnite, les canons de la représentation du prophète, de l'impossibilité de représenter le prophète, mais de la possibilité de représenter les deux premiers califes, tout en suivant effectivement la geste héroïque des premiers compagnons dans la période des conquêtes, de la construction de ce proto-État islamique. Alors oui, vous l'avez dit, on va peut-être rentrer maintenant dans la série un peu plus en détail, vous l'avez dit, et cette présentation liminaire était tout à fait forte à propos, parce qu'il y a un certain nombre de choses à comprendre pour nous en Occident qui ne sont pas habitués à la fois à cette tradition-là et puis à voir ces séries-là. Alors justement, j'aurais aimé peut-être, Enki, maintenant que vous nous disiez comment on fait une série comme ça sur les premiers temps de l'islam, avec cette impossibilité de représenter le prophète Mohammed, mais en même temps son omniprésence. Comment est-ce que la série montre cela? Alors effectivement, ce sont des procédés que nous avons analysés avec mon collègue parisien Hassan Bouali, qui est en thèse également, et avec lequel j'ai rédigé un article dans dernier numéro de la revue médiévale qui portait sur Moyen-Âge et séries. Et avec Hassan, nous avons analysé les procédés employés par ces réalisateurs, et dont le premier, certainement, est Mustapha Akkad, justement, qui inaugure cette tradition de l'omniprésence du prophète, mais de son invisibilité. Donc le prophète est systématiquement là. Comment faire autrement dans une série qui porte justement sur la naissance de l'islam? Ce serait impossible de faire sans le prophète, mais en même temps, comment faire quand on ne peut pas le représenter et quand on ne peut pas ne serait-ce que le faire parler, en fait, puisque la voix du prophète ne peut être assimilée à aucune voix humaine. C'est inconcevable pour les musulmans aujourd'hui. Et ce serait quelque chose qui serait fondamentalement rejeté par les grandes instances islamiques contemporaines. Alors, comment faire dans ces cas-là? Effectivement, il y a un certain nombre de procédés cinématographiques, qui sont mis en place par les réalisateurs, et c'est quelque chose qui a été aussi analysé dans un article que j'ai joint à la bibliographie qui accompagne cette émission. Le prophète, tout d'abord, est dans la série de Omar El-Farouk, le spectateur, dès lors qu'il s'agit de montrer que c'est le prophète qui agit, le spectateur en fait voit à travers les yeux du prophète. C'est-à-dire que la caméra devient le point de vue du prophète. Il ne parle jamais.
Et en réalité, ce sont toujours des compagnons éminents, en particulier Oumar, le deuxième calife, ou alors Abu Hamza, qui est un autre des grands compagnons du prophète, qui parlent à la place du prophète et qui, en fait, se font les émissaires du prophète, qui se font les annonciateurs de ses ordres, les annonciateurs de ses révélations, qui se font les annonciateurs aussi des normes qu'il met en place lorsqu'il met en place donc ce proto-État islamique. Donc, en fait, on a un processus qui est assez simple en réalité, c'est-à-dire qu'il y a une délégation de la parole prophétique à un compagnon important, Oumar en particulier, donc je le disais dans cette série. Mustapha Akkad, lui, fait le choix dans son film, et c'est quelque chose qu'on le retrouve aussi dans la série Omar al-Farouk, il fait le choix parfois de montrer un objet qui caractérise le prophète. En particulier son chameau, par exemple, lorsqu'il rentre à Médine et à la Mecque. Et c'est un processus qui est repris également pour faire allusion à des personnages tellement sacrés qu'ils sont difficiles à représenter. En tout cas, dans le film de Mustapha Akkad, par exemple, Ali ibn Abi Taleb, le quatrième calife qui appartient à la famille du prophète Mohammed, sa présence est suggérée par un gros plan sur son épée qui était caractérisé par deux petites pointes au bout qui portaient le nom charmant de Zulfikar et qui en fait est connu dans le monde musulman. C'est une tradition qui est bien connue. L'épée de Ali, ça ne peut être l'épée de quelqu'un d'autre. Et en fait, ne serait-ce que filmer cette épée avec une double pointe au bout, c'est déjà identifier la présence de Ali et montrer que c'est lui et que c'est lui qui tient l'épée et qui combat. Et donc, dans la série Oumar, on retrouve ce genre de processus pour faire en sorte, pour suggérer l'omniprésence du prophète, qui est évidemment systématiquement là pendant une bonne moitié de la série jusqu'à ce qu'il décède. Il est effectivement omniprésent, les révélations lui arrivent au fur et à mesure que le Coran lui est révélé par l'ange Gabriel, et donc Omar fait objet d'intermédiaire et donc y compris au combat d'ailleurs, lorsque le prophète livre des batailles, comme c'est le cas notamment à la bataille de Badr, contre les Mécois, ou à la bataille de Uhud, également contre les Mécois. Ce sont deux batailles importantes de la geste prophétique et de la fondation de ce proto-État islamique. Le prophète n'est évidemment jamais représenté au combat, mais il est systématiquement suggéré, il est systématiquement présent, et il est évidemment le garant de ce proto-État qui s'organise autour de lui. Voilà, j'ai fait le tour, je pense, des procédés qui sont mis en œuvre, mais c'est très intéressant de voir comment est-ce que, effectivement, ces séries arrivent à contourner l'interdiction de représentation du personnage, finalement, l'un des personnages principaux, pour réussir à suggérer son omniprésence et à montrer effectivement que c'est le principal organisateur de ce proto-État islamique. Alors oui, effectivement, ce qui serait intéressant maintenant, Enki, pour les auditeurs, ça serait de voir quelle est cette hiérarchie des compagnons et de resituer peut-être le personnage d'Oumar dans cette hiérarchie-là, en montrant justement que ce choix-là, c'est un choix narratif qui est tout à fait judicieux d'ailleurs. Alors effectivement, on a dans la série, on a une hiérarchie des compagnons qui correspond à la hiérarchie que l'on retrouve dans les sources sunnites. Alors, il faut revenir aussi peut-être en deux mots sur la sacralité de cette période. On l'a dit au début, mais en particulier sur la sacralité de ce qui suit et de la tension qui règne toujours autour de cette hiérarchie des compagnons. C'est-à-dire Omar est assassiné donc en 644, et donc ensuite vient après lui Othman, qui est donc le troisième calife, qui règne entre 644 et 656, puis ensuite Ali. Ce sont les 4 premiers califes qui sont dits bien guidés, les califes Rashidoun dans la tradition islamique. Ce terme de calife Rashidoun, c'est un construit postérieur qui donc est toujours le fait de ces historiens de l'époque abbasside, de l'époque entre le 8e et enfin plutôt 9e, 10e siècle, qui construisent cette version
sacralisé de début de l'islam pour désamorcer les tensions qu'il y a autour de la question de l'accession au pouvoir après le meurtre de Omar. Omar est tué par un esclave sur le marché de Médine. Le calife qui vient après lui est assassiné en revanche par des musulmans. Il est assassiné parce que les musulmans lui reprochent d'avoir innové, d'avoir rompu avec la tradition du prophète. Et c'est le début en réalité d'une grande guerre civile qu'on appelle la grande fitna, la grande discorde, qui en fait scelle la fin de l'union de la communauté des musulmans et qui entraîne la formation de groupes communautaires. On a les descendants de Ousmane qui deviendront les Omeyyades, qui deviendront in fine les défenseurs du sunnisme, de la Sunna, de la tradition du prophète, et on a d'un autre côté Ali qui combat le camp des Omeyyades et dont les partisans deviendront les chiites. Et donc en fait c'est dans cette période de 40 ans à peu près de Abou Bakr, 30 ans même à peu près, entre la mort du prophète et l'accession et la mort de Ali, donc une trentaine d'années, durant laquelle se forme ce proto-État islamique qui devient sacralisé et qu'il faut, pour les historiographes du 9e, 10e siècle, il faut canoniser. Il faut donc canoniser l'ordre de ces quatre premiers califes pour éviter ensuite les prétentions et pour combattre en fait les prétentions chiites qui considèrent que Ali était le successeur désigné par le prophète et qu'en fait Abou Bakr, Omar et Ousmane ont été des usurpateurs. Donc en fait, la série s'appuie sur l'ordre canonique de ces quatre premiers califes et reconnaît de façon générale la tradition, la vulgate historiographique des historiens de l'époque abbasside, qui devient effectivement la vulgate du sunnisme. Et donc, on a une hiérarchie des compagnons qui est effectivement, dès lors qu'on analyse cela un petit peu en détail, qui est effectivement extrêmement importante, qu'il est important de comprendre pour savoir quel rapport les réalisateurs de la série ont effectivement à cette tradition historiographique. Alors, Omar, je l'ai dit, devient le porte-parole du prophète, c'est le principal, le principal protagoniste de la série, puisqu'elle porte son nom. Il est le porte-parole du prophète, mais il est effectivement également disons le guerrier par excellence, le guerrier de l'islam. Hein. Il commence païen, il se convertit, puis il devient l'archétype du guerrier de l'islam, de celui qui c'est sous son règne en réalité que sont menées les principales conquêtes de l'islam, ce qu'on appelle les futuhat, c'est-à-dire les grandes conquêtes de la Syrie, de l'Égypte et de l'Iran sassanide. Mais derrière Ousmane se met en place effectivement toute une hiérarchie des compagnons avec Ousmane. Alors Ousmane, c'est très curieux dans la série et occupe une place très marginale. C'est certainement, peut-être, je n'ai pas d'explication claire là-dessus, j'y ai pas vraiment réfléchi, mais bon, il est clair que la série s'arrête au meurtre de Omar parce que après le meurtre de Omar, c'est le moment où où émergent les conflits entre les musulmans. Donc c'est le moment où il faut s'arrêter pour présenter l'image d'une communauté unie. Donc Ousmane occupe une place assez marginale. C'est curieux parce qu'il occupe dans les sources médiévales, y compris avant son accession au califat, il occupe malgré tout une place assez importante. Il est assez riche, il donne beaucoup d'argent pour soutenir la cause du prophète, pour soutenir sa guerre contre les Mécois, même s'il s'absente à plusieurs reprises pendant les combats majeurs de la geste prophétique, notamment les batailles de Badr, la bataille de Badr dont j'ai parlé tout à l'heure, ou de Uhud, il est absent. Mais donc, dans la série, il occupe cette place assez marginale. De la même manière, on a deux personnages qui occupent une place très marginale dans la série, c'est Talha et Zubayr, qui sont deux compagnons éminents de cette période donc d'une trentaine, quarantaine d'années entre l'apparition de l'islam, l'hégire du prophète et la mort de Ali. Talha et Zubayr, ce sont deux personnages qui se convertissent et qui ensuite participent aux conquêtes et participent notamment à la réunion qui, à l'issue de la mort d'Omar, doit élire un nouveau calife. Et il participe donc à cette réunion qui finit par élire Othman comme troisième calife. Alors, pourquoi sont-ils évincés? Et ça, c'est quelque chose c'est un point sur lequel s'est penché mon collègue Hassan Bouali, puisqu'il travaille justement en thèse sur le personnage de Zubayr et le fils de Zubayr, Ibn Zubayr, qui deviendra plus tard, à la fin du 7e siècle, un anti-calife
et qui prendra le pouvoir en péninsule arabique, notamment à Médine et à la Mecque. Et donc, ce n'est pas pas sans intérêt. C'est certainement une des raisons qui explique que Zubayr soit mis de côté par la tradition, alors pas la tradition sunnite, mais soit mis de côté par la série, qui évince assez naturellement et assez logiquement ce personnage de la série qui le confine à un rôle, il fait une apparition ou deux, je crois, c'est vraiment, il occupe un rôle extrêmement marginal, certainement parce qu'il a incarné par la suite une tradition de révolte contre le pouvoir des Omeyyades et donc contre la doxa sunnite, contre le pouvoir sunnite qui était en train de s'installer à Damas, donc à la toute fin du 7e siècle et au début du 8e siècle. En plus de cela, Talha et Zubayr se sont révoltés au moment de l'accession au califat de Ali, donc en 656, Ali accède au califat. Juste après le meurtre de Ousmane, la communauté est en train de se disloquer sous l'effet de ce meurtre de Ousmane par des musulmans. Et Talha et Zubayr vont soutenir Ali, puis ensuite ils vont retourner leur veste et ils vont soutenir les opposants de Ali. Donc en fait, ils incarnent à eux deux une tradition de révolte contre l'autorité légitime, ou du moins qui est présentée comme légitime dans les sources sunnites de la fin du IVe siècle, de la fin du Xe siècle. Donc l'autorité de Ali est présentée comme légitime parce qu'il faut effectivement canoniser la vulgate historiographique de ces 4 premiers califes et il faut les rendre intouchables et donc rendre toute possibilité de rébellion contre ces 4 premiers califes impossible. Donc, c'est tout à fait possible que Talha et Zubayr soient évincés justement pour éviter de faire allusion à ces traditions de rébellion qui les caractériseront dans les années qui suivent la mort de Oumar. Alors justement, Enki, ce qui est très intéressant ici dans ce que vous dites là, outre toutes ces précautions qui ont été prises, tout ça, c'est de revenir véritablement quand même pour quelqu'un qui n'est pas musulman ou qui ne connaît pas la tradition musulmane, on est quand même face à une série qui respecte. Alors, est-ce que je parle d'histoire ou en tout cas est-ce qu'il respecte la tradition, c'est ça ? Oui, tout à fait. La série respecte la tradition et le choix de Oumar est effectivement le choix qui s'impose à des réalisateurs, le choix qui s'impose naturellement à des réalisateurs qui souhaitent traiter de cette période de l'âge d'or de l'islam. C'est le personnage le plus consensuel dans l'islam médiéval, Oumar, hormis chez les chiites, effectivement. Mais dans le sunnisme majoritaire qui se met en place au 9e, 10e, 11e siècle, Oumar, mais jusqu'à aujourd'hui, chez des musulmans jusqu'à aujourd'hui, Oumar, c'est vraiment le calife par excellence, le souverain par excellence de l'islam, qui incarne cette période de l'âge d'or. Alors, sous son règne, j'en ai parlé tout à l'heure, on a ce qu'on appelle on a l'enclenchement des... Alors, ça commence avec Abou Bakr, mais il ne règne que 2 ans, entre 632 et 634, il décède de vieillesse, et il commence ce mouvement des grandes conquêtes, mais c'est surtout Oumar qui incarne ce mouvement des grandes conquêtes. C'est vraiment lui qui conduit... alors, il ne conduit pas personnellement, mais il envoie des groupes tribaux, ce sont essentiellement des groupes tribaux, à la conquête de l'Iran sassanide et du Moyen-Orient byzantin. Et en une dizaine d'années, les musulmans remportent des victoires majeures sur 2 empires qui dominaient outrageusement le Moyen-Orient depuis un siècle, l'empire sassanide et l'empire byzantin. Alors, les 2 empires étaient, à ce moment-là, sortaient d'une guerre entre ces 2 empires. Justement, ils venaient de se combattre et ils étaient probablement exsangues, ils étaient probablement tout à fait incapables de répondre à cette soudaine arrivée de troupes arabes au Moyen-Orient. Et c'est ce qui explique certainement la fulgurance des conquêtes. Mais enfin, voilà, c'est aussi cette geste héroïque de ces combattants de l'islam qui donc déferlent sur le Moyen-Orient et l'Iran, qui explique le fait que les réalisateurs ont choisi une période d'apogée de l'islam, une période où l'islam se réalise pleinement. Le terme même de futuhat en arabe signifie l'ouverture, c'est la période d'ouverture des pays, c'est le moment où l'islam se construit comme un empire, en une période en plus extrêmement réduite, et ce sont des années fastueuses, ce sont des années où les richesses affluent, ce sont des années où la communauté est relativement unie,
derrière ce calife donc qu'est Omar al-Farouk ou Omar ibn al-Khattab, et qui, en plus de cela, réussit à maintenir la communauté donc à l'abri des dissensions, malgré, et ça c'est quelque chose sur la série sur laquelle la série insiste beaucoup, malgré l'afflux de richesses qui serait évidemment propice à faire tourner la tête des conquérants, à leur donner envie de vivre dans le luxe et le faste. Omar est un homme qui est toujours présenté par la tradition sunnite comme un homme extrêmement austère, ascète, extrêmement attentif à ne pas dépenser l'argent des musulmans, ce qu'on appelle le Bayt al-Mal dans la tradition islamique, c'est-à-dire l'argent le trésor de l'État islamique. Et donc, il est toujours présenté comme un personnage qui réussit à maintenir les musulmans dans une forme d'ascétisme et de rigorisme vis-à-vis du modèle du prophète. À l'opposé de Ousmane, évidemment, qui, juste après Omar, deviendra le calife du népotisme, puisqu'il fera profiter largement ses proches des richesses qui affluent des conquêtes. Donc, effectivement, la série s'appuie sur se fonde sur cette geste héroïque des premiers croyants, et elle met en scène ces conquêtes, un véritable moment paroxystique. On pourra y revenir dans cette série, avec notamment plusieurs grandes batailles qui sont représentées, et le calife est toujours l'autorité centrale qui guide les troupes, qui les envoie en Irak, qui les envoie en Égypte, qui les envoie en Syrie, et qui donc devient en fait une espèce de général militaire qui supervise ces conquêtes à un moment d'apogée de ce premier islam. Alors effectivement, ce qui est aussi là très visible, c'est un modèle connu dans le monde musulman, qui est sans doute moins connu dans le monde occidental, vous avez parlé, c'est le modèle de la Sira. Est-ce que qu'on traite d'ailleurs dans cette série. Est-ce que vous pourriez nous évoquer, Baptiste, à quoi ça correspond ? Alors effectivement, la sira, c'est ce qu'on appelle la sira en arabe, ça s'applique d'abord à ce qu'on appelle la sirat al-nabawiyya, c'est-à-dire la biographie du prophète. La sira, ça veut dire une biographie, et le modèle par excellence de la sira, c'est évidemment celle du prophète de l'islam, Mohammed. La série suit en fait un modèle historiographique qui est celui de la Sira, et donc se calque sur ce modèle de la Sira pour justement à la fois sélectionner les sources les plus consensuelles et suivre une tradition narrative qui est propre à ces sources narratives de la fin du 9e donc, et du 10e siècle. Et là, on a effectivement la Sira du prophète, mais on a aussi la Sira de Omar et des principaux protagonistes de cette période. Et donc, c'est en suivant ce modèle narratif que la série se construit autour justement de ces personnages dont les principaux faits et gestes alimentent justement le propos, enfin alimentent l'arc narratif de la série, en respectant cette tradition des premières sources. Sira est une des premières sources que l'on connaisse, une des premières sources narratives que l'on connaisse dans le monde musulman. Elle a certainement été des bribes de cette sira, enfin d'une première version de cette sira aurait peut-être été écrite à la fin du 8e siècle, enfin, au 8e siècle, au début du 9e siècle. Donc ça fait partie des premières sources que l'on possède, et cela effectivement a un impact important et sur la construction de l'arc narratif de la série, et il n'est évidemment pas anodin que les auteurs aient retenu ce modèle narratif. Alors effectivement, il y a plusieurs périodes, il y a plusieurs moments, plusieurs épisodes de la série dans lesquels on retrouve cette image de la Sira. Le calife Omar en particulier est systématiquement présenté avec plusieurs... En fait, la série entière est un flashback, c'est-à-dire qu'elle commence, les premiers épisodes insistent vraiment sur des images fortes. Donc le calife Omar revient du pèlerinage et il traverse une oasis, et soudain il s'arrête sur son chameau et il se rappelle de sa vie en fait, et il se rappelle de sa jeunesse de païen aux côtés de son père qui était chamelier. Il se souvient de sa période de contestation de la prédication de Mohammed, puisque Omar s'oppose dans un premier temps à la prédication du prophète, puis il se souvient de sa conversion, et ensuite effectivement il se souvient d'avoir été le calife qui guide les musulmans vers
vers la fondation de l'État islamique et vers la fondation de l'Empire islamique. Donc en fait, on a le modèle de la sira du prophète appliqué au personnage de Oumar qui effectivement constitue l'arc narratif principal de la série. Alors oui, ce que j'allais vous dire, Enki, ce qui est aussi très visible, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, dans ces premiers temps-là, c'est qu'un certain nombre on va dire la tradition, mais aussi des idées sur l'islam et sur le modèle du calife, par exemple, se mettent en place, et ça on le voit très bien dans la série, avec notamment cette idée de la conquête musulmane, de l'expansion de l'islam qui se met en place là, et ça c'est vraiment un moment clé pour les musulmans. Effectivement, les conquêtes islamiques, c'est un moment fort dans l'historiographie. D'abord, évidemment, parce que avec la sira, c'est un des premiers genres narratifs qui naît, c'est celui du récit des conquêtes du prophète, d'abord, ce qu'on appelle les marazis, puis ensuite celui des futuhat, qui raconte et qui rappelle la geste héroïque des combattants de ces premiers califats. La série, évidemment, a fait le choix d'insister lourdement sur cette période-là. C'est tout à fait normal, puisque c'est aussi à cette époque-là que se construit l'empire islamique et que se construit aussi la norme de la guerre, en fait. C'est-à-dire que, bon, effectivement, c'est un moment paroxystique dans la fondation de l'identité des premiers croyants, dans la mesure où ces croyants sont soudainement mis au contact avec des monothéistes, hein, des chrétiens, et en particulier des chrétiens et des juifs qui peuplent le Moyen-Orient à cette époque-là. Et l'idée sous-jacente dans les chroniques, c'est qu'effectivement, c'est à cette période que les croyants établissent les normes des relations entre les chrétiens et les musulmans, les normes de la guerre, une éthique du bon comportement, effectivement, et du combat juste, du djihad contre l'ennemi donc que sont ces empires sassanides et byzantins. Donc effectivement, les conquêtes islamiques sont un moment très fort. Elles sont d'ailleurs représentées. Les réalisateurs ont réussi à tourner des scènes qui sont assez impressionnantes dans la série, avec l'utilisation de drones qui permettent de survoler le champ de bataille, de montrer souvent le déséquilibre des forces musulmanes par rapport aux forces byzantines ou sassanides auxquelles les musulmans font face. Ça, c'est un archétype, un trope récurrent dans les sources musulmanes du 9e et du 10e siècle, à savoir justement que les musulmans font systématiquement face à des combattants qui leur sont nettement supérieurs en nombre, mais c'est l'idée sous-jacente de la tradition, qui sont évidemment inférieurs dans la volonté, qui ont peur de la mort, en fait. Et les musulmans, eux, n'ont pas peur de la mort. Ça, c'est un message très fort qui est véhiculé par les sources de la tradition, et que l'on retrouve dans la série. C'est-à-dire, les musulmans, eux, combattent pour le paradis, qui leur est promis par le calife et par la prédication du prophète, ils font face à des chrétiens et à des sassanides qui, eux, sont beaucoup plus aptes à festoyer dans leur palais. Il y a souvent des représentations assez amusantes, des décalages assez amusants entre la représentation de l'empereur sassanide Khosroès ou la représentation de Héraclius, qui est le grand empereur byzantin qui règne au moment des conquêtes, qui festoient dans leur palais avec des femmes, avec du raisin, du vin, tout un tas de luxures, en fait, qui contrastent largement avec les représentations du calife et des combattants qui vivent de manière extrêmement frugale, qui vivent dans leur maison avec simplement des toges très réduites et des armures extrêmement peu développées, donc lorsqu'ils font face aux chrétiens et aux sassanides. Donc on a effectivement une opposition assez marquante entre cet ascétisme des musulmans qui combattent pour le paradis et ces byzantins ou ces sassanides qui, eux, ont peur de la mort et qui préfèrent largement la fête et le bon vin. Donc on a dans cette représentation de l'autre, de cette altérité, on a la fondation du musulman exemplaire, on a la fondation du combattant de l'islam par excellence, qu'incarnent ces grands compagnons du prophète et des califes, qui sont les généraux donc des conquêtes et qui mènent ces conquêtes à travers des batailles. Alors la série fait le choix de se centrer sur quelques grandes batailles de cette période. On peut
y en a plein, donc en fait la série ne pouvait pas toutes les représenter, mais évidemment elle s'intéresse en particulier à la bataille de Yarmouk, qui est une grande bataille qui met presque fin à la domination byzantine dans la vallée du Jourdain, dans cette zone qui est l'actuelle Palestine, Jordanie, et donc dans laquelle les Byzantins sont largement battus par les musulmans, mais elle s'intéresse effectivement aussi à la bataille de Qadisiyah, qui est une grande bataille, certainement la plus célèbre de toutes les batailles de l'époque des conquêtes, qui oppose les Sassanides et les musulmans dans une zone de l'Irak actuel, et qui est traité pendant au moins 2 ou 3 épisodes, je crois, de la série, durant laquelle voilà, le spectateur assiste, plonge au combat, plonge au cœur de ce combat qui justement est celui qui le combat juste, le combat des musulmans, le combat pour instaurer l'État islamique et le califat. Donc on peut considérer, c'est pas moi qui le dis, c'est un historien israélien, Boaz Shoshan, qui a travaillé sur ces récits des premiers siècles, considère véritablement que ces sources qui racontent les conquêtes de l'islam sont un véritable laboratoire pour la formation, laboratoire de création d'une identité de ces néoconvertis, de ces anciens païens devenus musulmans, qui sont des zélotes armés de manière assez frugale, mais combattant dans la voie de Dieu. Oui, j'allais terminer cette émission, Enki, avec une question autour de ce thème-là, justement, sur l'arc narratif de la série. Et véritablement, il y a quand même un message derrière. Vous l'avez dit, cette idée de montrer à l'écran donc un moyen moderne de toucher aussi plus largement des populations, de montrer cette tradition musulmane avec ce personnage d'Oumar qui finalement passe d'être, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui était au départ de sa vie païen et plutôt violent, qui se convertit à l'islam et qui finalement termine par être calife sa vie. Donc il y a là une vraie ascension sociale qui est due, si on suit le message, à la religion. Effectivement, autant les conquêtes sont le lieu de formation de l'identité des compagnons et des néoconvertis, autant la série, de manière générale, du début jusqu'à la fin, donne à voir la fondation du calife, la formation de l'identité du calife par excellence, Oumar. On a un arc narratif très intéressant autour du personnage de Oumar. C'est un arc narratif que l'on retrouve dans certains récits, mais pas dans tous. C'est aussi quelque chose d'assez intéressant à noter. Dans ces récits donc du 9e et du 10e siècle, Omar commence sa vie comme païen. C'est un homme qui est réputé fort physiquement, assez susceptible, enfin du moins capable de déplier assez rapidement, et la série donne à le voir à l'époque dans la première période de la prédication du prophète. On distingue bien 2 périodes dans la prédication du prophète, celle durant laquelle il prêche à la Mecque, parmi sa famille qui s'oppose à lui dans un premier temps. Ça a lieu entre à peu près 613, 615 et 622. Et en 622, le prophète fait l'hégire et va s'installer à Médine. Et là, on a une véritable politique guérilla qui se met en place. Dans toute la période qui précède cette hégire, Oumar est en fait un opposant du prophète. Il est l'un des plus farouches opposants. C'est un jeune homme dans la force de l'âge et qui va jusqu'à se confronter physiquement aux supporters, enfin aux partisans du prophète Mohammed. Jusqu'à un moment qui est rapporté dans certaines sources et qui est très intéressant à étudier sur le plan narratif, pas tant sur le plan historique, parce que c'est difficile de savoir si ça s'est passé comme ça. Et c'est intéressant de voir que la série reprend cette histoire de la conversion de Oumar. Alors la conversion de Oumar, elle a lieu à un moment où il apprend donc que le nombre des partisans du prophète grandit de jour en jour, et il décide de se sacrifier pour assassiner le prophète. Donc il se saisit de son épée et il part dans les rues de la Mecque avec son épée. Et là, il va faire une série de rencontres qui toutes vont l'amener progressivement vers la conversion. Alors d'abord, il rencontre un homme, peu importe le nom, c'est un compagnon de seconde zone, mais qui lui informe que la sœur de Oumar s'est convertie
à l'islam. Donc là, évidemment, Omar est fou de rage, sa propre sœur se convertit, il se rend alors chez sa sœur avec son épée et dans un excès de colère, il blesse sa sœur, il la blesse, il la fait saigner. Après avoir, alors d'abord, avant d'entrer chez sa sœur, il entend sa sœur lire le Coran avec un autre homme. Il rentre donc par effraction chez sa sœur et il la blesse avant en fait qu'on lui propose d'écouter le Coran avant de vouloir aller tuer le prophète. Et là, il se soumet à une lecture d'une sourate et il trouve cela tellement magnifique qu'il fond en larmes et il demande immédiatement à être conduit auprès du prophète pour se convertir. Il est conduit auprès du prophète et là, arrivé chez le prophète, qui tient une réunion avec ses principaux partisans, il est molesté par le prophète qui le plaque au sol. C'est intéressant de voir que dans la série, ce n'est pas le prophète qui le moleste, mais c'est Abu Hamza, donc l'un des proches compagnons du prophète. Il est molesté, il est plaqué au sol avant de prononcer donc la fameuse shahada, la profession de foi musulmane, qui dit il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed et son messager. Et effectivement, là, il devient musulman et immédiatement après, en fait, on a la transformation du païen violent au musulman, en un musulman zélé qui devient le principal, disons, le principal guerrier de l'islam, dont la force dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, est mise au service de l'expansion de l'islam. Il devient l'artisan des conquêtes dans un second temps, mais d'abord, il devient l'artisan du renforcement de l'islam à la Mecque, et il est effectivement l'un des premiers compagnons à faire l'hégire avec le prophète, et il défend la communauté à un moment où elle est de plus en plus persécutée à la Mecque avant qu'elle ne fasse l'hégire. Puis une fois qu'il devient calife, effectivement, et après il devient effectivement le grand artisan des conquêtes, même si il n'est pas rare de le voir à nouveau saisi d'excès de colère ou de zèle, notamment sous le califat d'Abou Bakr, par exemple. On a plusieurs épisodes où on rapporte qu'il est pris de colère, il conteste les décisions d'Abou Bakr, qui lui apparaît à l'inverse comme le calife par excellence de la sagesse, de la modération, alors que Omar est toujours le calife zélé, fort, puissant, mais qui, à mesure qu'il grandit, qu'il vieillit, qu'il assiste à l'expansion de l'islam et à la fondation de l'Empire, s'assagit, devient de plus en plus mûr et de plus en plus sage, et finalement incarne à la fin de sa vie le calife par excellence, le calife qui a réussi à maintenir, comme je le disais, l'homogénéité de l'Empire islamique, réussit à maintenir les richesses à éviter que les richesses ne fassent tourner la tête des musulmans, ce qui effectivement après sa mort sera le cas avec Othman. Donc on a là, comme je le disais, un arc narratif autour de la figure de Othman qui dure toute la durée de la série et qui est particulièrement intéressant à analyser. On a un cheminement initiatique qui caractérise ce personnage. Enki Baptiste, merci pour cette présentation de la série Omar, qui est une série qui est assez méconnue, en tout cas en Occident, et qui permet de mieux comprendre, et c'est aussi très intéressant de la regarder pour ça, pour les musulmans, vous avez dit l'intérêt de la voir, mais aussi pour les non-musulmans, de comprendre à la fois la construction des débuts de l'islam, et puis de comprendre aussi les relations qu'ont les musulmans avec cette histoire-là, qui est une histoire, vous l'avez dit, et qu'il faut prendre avec à la fois l'étude des sources historiques et l'étude des sources religieuses pour bien comprendre. Et la série montre cela bien, en tenant bien sûr compte, comme vous l'avez fait, de ce qui est du rajout de la tradition musulmane. Donc tout ça permet d'avoir une découverte d'une période qui est parfois méconnue, en tout cas d'une période qui est méconnue en Occident peut-être. Alors merci beaucoup, vous avez donné, comme les autres intervenants et intervenantes de l'émission, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site histoireensérie.com avec votre présentation, et cette bibliographie permettra aux auditeurs et auditrices qui voudraient en savoir plus d'aller plus loin. Voilà, merci en tout cas Enki, et on espère vous retrouver bientôt dans une autre émission, peut-être sur une autre série du monde musulman médiéval. À bientôt Enki. Merci beaucoup, à bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.